Ah bon? C'est bon là? Oui. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Marchais et je vais vous parler de réflexions qui sont en cours au Comité français d'hydrogéologie et particulièrement au sein de son conseil d'administration et encore plus de son bureau, dont font partie mes co-auteurs pour cette présentation. Donc, je vais commencer mon histoire au siècle dernier, puisque je vais vous parler de la loi sur l'eau de 1992. Qui a amené un changement considérable dans la prise en compte des eaux souterraines, puisque auparavant, elles n'étaient pas vraiment considérées, contrairement à d'autres ressources du sous-sol, comme les régimes de mines et de carrières. Et en 92, c'est une petite révolution avec toutes les catégories d'eau qui sont unifiées sous l'appellation de patrimoine commun de la nation. Donc l'eau souterraine, tout d'un coup, se voit dotée d'un statut un peu différent de celui que nos collègues espagnols avaient mis en place quelques années avant par la loi sur l'eau de 1985, où on parlait de l'eau fait partie du domaine public de l'État. C'est un petit peu différent. Et je pense que dans la suite de la journée, certains des prochains présentateurs vont reparler de ces choses-là. Et donc, cette loi sur l'eau de 92 est assez novatrice. Elle a mis en place un certain nombre de dispositifs. Mais assez rapidement, au sein du ministère en charge de l'environnement, on s'est rendu compte qu'on avait beau avoir voulu unifier toutes les catégories d'eau, l'eau souterraine exigeait quand même une attention spécifique. Ça veut dire qu'on avait quand même du retard sur la façon de s'organiser pour la prendre en compte. Et donc, ils se sont tournés assez logiquement vers l'organisme public de réflexion qui était le plus en avance, on va dire, sur des réflexions sur le sous-sol, qui existait encore à l'époque, indépendamment de ce qui est maintenant le Conseil général du développement durable, qui était le Conseil général des mines. Et donc, le Conseil général des mines a été saisi par le ministère de l'Environnement en 1995 d'une mission de réflexion un petit peu commando, dans le sens où elle a été proposée à sa réflexion dans le courant du printemps 95 et que les conclusions étaient attendues pour la fin de l'année, de la même année. Donc ça a été une activité, une agitation, je dirais presque, assez intense, avec pas mal de groupes de travail, qui ont, on va dire, avaient la bride sur le cou pour proposer, sans tabou, de re-regarder tout un tas de choses. Et donc, comme les conclusions, on va dire, étaient quelquefois un petit peu provocatrices par rapport aux habitudes prises dans les décennies précédentes, le Conseil général des mines a eu, comme il le dit lui-même dans son avis, un débat intense avant d'approuver les conclusions. Et l'ingénieur général Yves Martin, qui avait été directeur d'agence de l'eau quelque temps avant, affirmait dans la présentation de ce travail qu'on réanalysait tous les fondements et donc réajuster la perspective. Donc, mon objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail de l'ensemble des travaux du rapport Martin, mais pour vous montrer que rien que par l'intitulé des têtes de chapitre de l'avis du Conseil général des mines, qui ne fait que quelques pages, l'avis, hein, mais qui s'appuie sur le rapport lui-même et surtout sur ses annexes conséquentes qui retracent le travail des groupes de travail et les échanges et les compromis ou les débats intenses pour arriver à une conclusion, on va dire, un petit peu efficace. Et donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est pas seulement l'avis, mais c'est aussi tout le travail, toute la trace de ces réflexions dans un document qui fait une dizaine de centimètres d'épaisseur. Alors, les suites données, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de toutes les suites, mais ce qui est clair, c'est que le ministère de l'Environnement, qui avait commandé ce travail, avait la main pour faire tout de suite les modifications qu'il pouvait faire lui-même. Et donc, il a engagé quelque chose qui était, on va dire, dans les tuyaux depuis un petit moment, qui était un réseau de suivi des eaux souterraines nationales. Hein, il y avait des initiatives dans différents coins de France. Et il a été commandé aux agences de l'eau, qui étaient d'une certaine manière un levier financier aux établissements publics sous sa tutelle, de mettre en place ce réseau de suivi des eaux souterraines, qualité et quantité, devenu patrimonial devenu DCE, et puis de puiser, on va dire, dans les moyens financiers des agences de l'eau pour soulager les crédits d'État qui étaient en partie dédiés à de la connaissance, pour le réorienter vers les actions, les missions régaliennes de police.
Je vois que certains s'étonnent parce qu'évidemment, quelques décennies après, tout ça a un petit peu évolué. Et puis, il y avait aussi tout un tas de recommandations sur la connaissance des ouvrages de prélèvement, les volumes prélevés et leur évolution. Je pense que ça parle à certains sur l'état dans lequel on est là-dessus aujourd'hui. Et c'était en même temps, il faut le savoir, la création du réseau national de données sur l'eau, qui avait la grande ambition dans tous les domaines et pas que les eaux souterraines, eh bien, de recueillir de la donnée pour pouvoir faire tourner des modèles, pour réfléchir, pour faire de la gestion. Et puis d'autres sujets qui ont connu des avancées variables. Alors, où on en est aujourd'hui, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de ce qui a avancé, pas avancé, on pourrait en discuter, c'est très intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'année dernière, vous avez sans doute pour une partie d'entre vous bien noté que c'était l'année des eaux souterraines et que à l'échelle de la planète, le message, c'était cette année, rendons l'invisible visible, avec un certain nombre de conférences un peu partout dans le monde, en France aussi, et de manifestations. Donc, comment il faut s'y prendre? Ce que nous constatons, c'est que le domaine de l'eau en général est déjà le parent pauvre de la décision politique quand il y a des concurrences avec d'autres objets de décision publique, en particulier l'aménagement du territoire. Donc, le grand combat du domaine de l'eau, depuis la loi sur l'eau de 92 au moins, eh bien, c'est de voir de quelle manière faire en sorte que l'eau en général soit par discrimination positive placée au-dessus d'une autre décision qui viendrait en concurrence. Et donc, par exemple, au tout début, un certain nombre de choses devaient être rendues simplement compatibles avec les SDAGE. Et on est passé progressivement, mais je pense que peut-être vous y reviendrez tout à l'heure aussi dans les autres présentations, on est passé de la notion de compatibilité à la notion d'être en conformité, ce qui est en termes de droit relativement différent. Et donc, je pense qu'on peut s'inspirer de cette démarche qui est longue, qui est un combat permanent du monde de l'eau par rapport à l'aménagement, pour se dire qu'à notre tour, on souhaite mettre en œuvre une discrimination positive pour que l'eau souterraine ne soit plus le parent pauvre de l'eau superficielle dans les discussions. Donc comment faire? Nous avons imaginé qu'il fallait, on le constate dans notre vie professionnelle régulièrement, on a quelquefois dans certaines instances un strapontin à la fin de la réunion, on dit tiens, les eaux souterraines, est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Et donc, il faut s'y prendre autrement. Et il faut donc sortir de notre entre-soi et il faut aller dans des endroits où on parle d'eau en général et y revendiquer une place à part entière et y exprimer ce qu'on souhaite faire avancer. Alors le Comité français d'hydrogéologie a déjà commencé à mettre en œuvre ce sur quoi il avait réfléchi, puisque depuis plusieurs années, maintenant, nous participons au partenariat français sur l'eau, qui regroupe à la fois du monde du privé et du monde du public, pour la promotion de l'eau en France et à l'étranger dans un certain nombre d'autres politiques. Et non seulement on y est rentré, mais on a souhaité y prendre une part active, puisque le CFH a un siège au bureau, carrément, du partenariat français pour l'eau. Et ça nous a bien aidé, par exemple, dans le cadre de l'année dernière, l'année des eaux souterraines, avec l'aide du PFE, d'organiser un certain nombre de choses qu'on n'aurait sans doute pas pu organiser autrement. Et on est en train de se mettre en capacité, on essaye de le faire depuis un peu avant le Covid, mais on a pris du retard, de se faire reconnaître comme association agréée de protection de l'environnement, de façon à rentrer dans le grand cycle de ce qu'on peut appeler je suis en train de chercher le mot exact, le dialogue environnemental. Voilà, c'est le mot officiel. Et donc, de faire en sorte que, comme un certain nombre d'autres associations dont vous entendez souvent parler et qui s'expriment dans les médias, eh bien, on puisse être invité et inscrit dans un certain nombre de structures dans lesquelles on pourra s'exprimer. Et je pense qu'il est utile et nécessaire que ce ne soit pas que le Comité français d'hydrogéologie qui le fasse, mais l'ensemble des instances et des structures, des associations qui sont, à titre principal ou accessoire, en charge de porter le message des eaux souterraines. Pour ça, il ne faut pas qu'on continue aussi à simplement, quand on y va,
s'exprimer en son nom personnel parce qu'on a été nommé en tant qu'expert ou qu'on a été désigné par la structure. Toi, il faut que tu t'y colles, un peu comme le délégué syndical dans une structure intercommunale qui n'a même pas consulté le conseil municipal pour aller dire ce que la commune souhaitait qu'on fasse. Et donc, ça veut dire que pour ça, il faut qu'on s'organise, ce qu'on n'a pas très bien fait jusqu'à aujourd'hui, pour débattre entre nous de façon un peu structurée des messages qu'on veut porter. Et seulement après, je pense qu'avant, ce n'est pas la peine d'arriver pour dire on voudrait parler d'eau souterraine, mais de quoi vous voulez parler? On n'a pas encore réfléchi. L'idée, c'est de faire sortir, presque 30 ans après, un nouveau rapport Martin en disant, vous voyez, les eaux souterraines, on n'en parle pas suffisamment, elles ont besoin d'un traitement spécifique. Voilà la liste des choses dont on voudrait faire regarder de façon détaillée à une mission officielle de haut niveau. Et l'expérience nous a montré que les missions d'inspection des grands corps d'inspection, c'était une chose, qui regardait certaines choses. Et puis, il y avait à côté des rapports parlementaires relativement réguliers, que ce soit sur le domaine de l'eau ou autre chose. Une fois, c'est le Sénat, une fois, c'est l'Assemblée nationale, et qui donnent des conclusions, mais que finalement, ces choses-là sont complémentaires. Et notre idée, c'est que ça serait bien qu'une telle mission soit portée de façon conjointe. Alors, je sais que c'est un peu iconoclaste, mais il faut peut-être proposer des choses iconoclastes de temps en temps, que ce soit conjoint entre des parlementaires et des hauts fonctionnaires. Alors, je pense qu'on est au bout, donc je ne vais pas vous détailler les contributions du CFH au thème à aborder. Il y en a 2 pages là, et ça ressemble un petit peu à le catalogue des choses du rapport Martin, mais cette contribution du CFH, nous l'avons mise en ligne sur notre site internet, donc vous pouvez la consulter. Je vous remercie. Merci Pierre. On va maintenant accueillir Monsieur Zachary. Je vous laisse le soin de vous présenter. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis Zachary, je viens de l'UIT de l'Université André Salifou de Zander. On va un peu changer de registre, mais on va rester toujours avec les acteurs de l'eau. Et la présentation concerne la contribution des organisations non gouvernementales dans l'atteinte des objectifs du développement durable dans la région de Zander au Niger, et un focus sur l'ODD 6 qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Alors, on ne peut pas parler, si vous voulez, des ONG sans pour autant parler de l'aspect humanitaire. Parler des ONG, c'est vraiment parler de la dimension humanitaire qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis, si vous voulez, le début du 19e siècle, avec quelques circonstances qui se sont déroulées. Nous avons quand même des informations concernant si vous voulez, l'intervention de l'action humanitaire. Et pour les ONG en tant que telles, je pense que c'est surtout au niveau de l'article 111 du chapitre 10 de la Charte des Nations Unies de 1945 qui a commencé à donner, si vous voulez, le premier cadrage en ce qui concerne, si vous voulez, les actions des ONG. Mais il a fallu 1996 pour avoir une définition plus ou moins fixe, plus ou moins précise de ce que nous appelons actuellement les ONG. Alors, ONG et ODD, on ne peut pas les dissocier. Dans les pays du Sud, il y a beaucoup de défis. Pour atteindre les différents ODD, les 17 ODD, il faut vraiment d'autres partenaires. Il faut vraiment d'autres acteurs. Et donc, les défis sont énormes pour les personnes, pour la planète, pour la paix, pour la prospérité et pour le partenariat, qui constituent ce qu'on appelle les 5 P, si vous voulez, des ODD. Et
sachant que le service public, souvent, ça coince, ça ne donne pas les résultats escomptés, ce qui fait en sorte que les partenaires techniques et financiers font appel aux acteurs qu'on appelle les ONG. Et d'ailleurs, les ODD, c'est la continuité de ce qu'on appelait les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement 2010-2015. Donc, on est resté sur la soif et c'est ce qui fait qu'avec l'agenda 2030, donc 2015-2030, nous avons les 17 ODD qui sont encore en actualité. Et donc, il nous faut des engagements, il nous faut, si vous voulez, une certaine motivation pour faire en sorte que les ODD puissent réellement aider à atteindre les ODD. Et donc, au niveau du Niger, là, vraiment, nous avons énormément d'ONG. C'est que nous appelons vraiment, nous avons un pléthore d'ONG. En 2017, 2018, excusez-moi, on dénombrait presque 3000 ONG au Niger pour 20 millions d'habitants. Donc, malheureusement, au niveau de ces ONG et associations de développement agréées, vous avez l'agrégation, mais l'agrément même, autant pour moi, même il n'y a pas de rapport. Vous voyez, par exemple, là, sur les 2735, c'est pratiquement 653 qui ont juste déposé leur rapport. Et pour ceux qui ont déposé les rapports aussi, là où vraiment on a des statistiques exploitables, c'est à peine le tiers. Donc pour dire qu'on a l'agrément, mais en réalité, le travail au fond n'est pas au rendez-vous. Et donc là, ça ne permet vraiment pas d'aller dans la dynamique ou l'objectif assigné aux ONG qui sont le renforcer et veiller à la redevabilité des gouvernements, communiquer auprès du grand public sur les ODD, mettre en œuvre sur les projets ODD compatibles et renforcés et veiller à la redevabilité du secteur privé. Donc là, c'était vraiment les missions en tant que telles des ONG, mais malheureusement, nous allons voir à travers cet exposé que ce n'est pas toujours évident pour combattre notamment la pauvreté, pour permettre à ces milliers de personnes d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement qui constitue ce que nous appelons l'ODD 6. Voilà, la région de Zander, c'est vraiment le centre-est du Niger. C'est autour de 5 millions d'habitants. Le chef-lieu qui est Zander, c'est autour de 600 000 habitants. Zander, c'est 10 départements. Qu'est-ce qu'on connaît aussi sur Zander? On peut retenir sur Zander qu'en termes d'eau, Zander est très pauvre en eau. En termes de pluviométrie, du nord vers le sud, c'est à peine 100 mm par an à 650 par an. En termes des eaux de surface, il n'y a pratiquement pas grand-chose. Pour les eaux souterraines aussi, je ne suis pas hydrogéologue, mais c'est vraiment le socle. Accéder à l'eau, c'est extrêmement compliqué. Vous avez par exemple là, juste si on fait le rapport demande et l'offre et demande, la demande est supérieure à l'offre. Pour la ville de Zander, qui est, si vous voulez, la capitale de la région, nous avons à peine 80% de satisfaction. Et donc, pour ce travail, c'est un travail quand même mixte, les données quantitatives et les données qualitatives. Pour les ONG, vous voyez, le travail nous a permis, dans la base de données, d'avoir 170 ONG en 2021 dans la ville de Zander. Mais, chemin faisant, on s'est retrouvé avec 35 qui ont exactement, si vous voulez, des données. Et sur les 35, il y a encore une bonne dizaine, presque une dizaine qui ne voulaient pas communiquer sur leurs chiffres. Donc, finalement, le travail a consisté avec seulement 28 ONG.
Sur les ODD, là, sur les 17, les 28 ONG interviennent. Ce qui est important, vous voyez, le partenariat, c'est quand même au top. Toutes les ONG sont en partenariat, soit sud-sud ou nord-sud. Voilà. Mais l'intervention, c'est surtout au niveau de la lutte contre la faim et au niveau de l'environnement. L'ODD 6, qui est en principe un point pour accéder aux autres ODD, ne mobilise à peine que 6 ONG. Il y a des ODD qui ne sont vraiment pas concernés par les activités des ONG, notamment l'ODD 7, l'ODD, les industries, l'ODD 9, l'ODD qui concerne les inégalités, le 10, la croissance, mais aussi la vie aquatique. Au niveau des 10 départements de la région de Zander, là, on voit qu'il y a une répartition inégale des activités des ONG. Et on retient aussi que vous avez un duplicata d'activités. Pratiquement, les ONG font la même chose. C'est pourquoi vous voyez, quand vous faites le total, vous n'allez pas retrouver 28 parce que vous allez trouver, par exemple, l'ODD 1, c'est pratiquement 80 ou 90% des ONG qui interviennent. Nous avons, c'est surtout au sud, Myria, Magaria. Par contre, Belbéji, si vous voulez, et Tanout et Tesker, ça c'est le nord. Là, souvent pour des raisons vraiment de sécurité et d'accessibilité, nous avons des difficultés. L'ODD 6, c'est aussi, si vous voulez, toutes ces activités-là. Mais je pense que, vu le temps, on va venir au niveau des indicateurs pour dire qu'en réalité, le travail, il reste encore du pain sur la planche. Vous voyez, en termes de ce qu'on avait arrêté comme cible, je sais pas à quel niveau, voilà, ce qu'on a arrêté en 2020, cible 95% sur l'accès à l'eau potable, c'est à peine 45% de réalisation. Le taux d'accès théorique, sur 52, on est à peine à 47%. Sur les équipements prévus, 450, à peine on est à la moitié. Mais par contre, pour les taux de panne, nous avons plus de panne que prévu. Voilà. Bon, bref, je veux dire que, au fait, les ONG, dans la vie de tous les acteurs, il faut vraiment mettre de l'ordre au niveau de ces ONG pour vraiment atteindre le travail. Et donc là, il y a un travail d'organisation. C'est lui qui m'a précédé, parlait de la situation de la France en 92. Nous, c'est maintenant qu'on est dans cette situation. L'eau souterraine, ça n'appartient à personne pratiquement. Et donc, il faut organiser les choses parce que, en réalité, sans ça, nous allons être dans un pétrin et ça va être extrêmement compliqué à sortir. Sur ce, je vous remercie. On va passer à la dernière communication de cette session. Ensuite, il y aura un temps de questions et après la pause. Monsieur Coupry, je vous installe le diapositive. Bonjour, je m'appelle Bruno Coupry, je suis le directeur d'un bureau d'études toulousain qui s'occupe essentiellement de ressources en eau et malheureusement pour moi beaucoup d'eau de surface. Et on a été en fait très impliqués dans un certain nombre d'exercices de partage de la ressource. Alors souvent dans toutes ces questions on nous dit faites de la gouvernance, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est en fait comment on va arriver à construire un cadre collectif pour gérer des objectifs. Et c'est en fait l'expérience que j'ai pu avoir moi sur un certain nombre de territoires que je souhaite vous aborder, mais de façon relativement rapide, pour appuyer peut-être sur 2 ou 3 concepts qui me paraissent être des concepts à prolonger plus tard. Déjà, de point de vue générique, on trouve systématiquement un processus, quelle que soit d'ailleurs la ressource en eau, qui est toujours le même. Premier arrivé, premier servi, c'est l'histoire tout simplement de l'exploitation de la ressource en eau.
Et on a construit finalement un territoire empirique. On ne parle jamais d'une page blanche. Ça, c'est un premier point qui me paraît extrêmement important. Dire que les territoires dont on discute sont des territoires qui ont déjà été construits avant qu'on y réfléchisse. Le deuxième élément qu'on rencontre très fréquemment, c'est qu'un jour, quelque chose, tire un signal d'alarme. On parlait tout à l'heure des objectifs de gestion, on parlait de c'est quoi la gestion durable, enfin, quand on parlait notamment des tendances piézométriques de très long terme. On commence à ce moment-là à se poser la question d'un risque. En fait, la question qu'on se pose, c'est même la question d'une vulnérabilité. Et là, on commence à interroger le système en se disant, mais si l'exploitation actuelle de la ressource en eau est vulnérable à un changement de quelque chose, qu'il soit physique ou d'une surexploitation par exemple, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, eh bien, on se pose beaucoup de questions et on se dit, mais comment ça marche? C'est ce qui a été expliqué avec là, alors toute la complexité, et là, vous êtes tous des grands experts de la chose. Comment ça marche? Tout simplement, on fait un modèle et on dit ce qui se passe. En fait, quand vous faites un modèle et que vous dites ce qui se passe, vous produisez effectivement des résultats qui expliquent un processus, qui expliquent une dynamique, qui expliquent un certain nombre de concepts, mais vous n'êtes toujours pas dans la gestion. Vous êtes en train de parler d'un objet. Et ensuite, on arrive à un deuxième élément qui vient assez vite, mais finalement, nous sommes tous copropriétaires de quelque chose, mais copropriétaires de quoi? Et c'est là le moment où commence à se construire et à se cristalliser la question de la gouvernance au sens large. C'est-à-dire, c'est la question de l'objet dont on discute. Et on parle toujours de l'eau, mais en réalité, quand on parle d'un objet, et c'est bien le glissement qui est très important à comprendre, c'est que vous allez gérer en fait un espace, qui est un espace en 3 dimensions, que vous appelez, je crois, un aquifère ou des aquifères. Comment est-ce qu'on arrive à gérer cet espace-là? Eh bien, on dit, eh bien, il faut que quelqu'un. Et là, on voit émerger effectivement souvent une collectivité qui va être pilote et qui va commencer à organiser le système, organiser par exemple la connaissance, payer les bureaux d'études, le BRGM, etc., pour faire des modèles. Il faut quand même quelque part qu'il y ait cette infrastructure. La production de cette information, le pilote, n'ont qu'un objectif, c'est quand même de produire de l'action. Parce que sinon, ça s'appelle de la science pure. Tout à l'heure, il y a eu un petit débat entre élus, gestionnaires, connaissances, etc. La gouvernance, c'est justement de faire cette synthèse. Et ce n'est pas forcément le plus simple. Et quand vous allez passer au niveau de l'action, vous allez commencer à soulever tous les problèmes qui sont les problèmes de la loi de demain, très probablement, qui sont des questions institutionnelles non résolues aujourd'hui. Alors, très simplement, qu'est-ce qu'on a? L'historique, c'était souvent une problématique particulière. Par exemple, les nappes profondes de Gironde, la mer va rentrer sous Bordeaux. Je me rappelle, et d'ailleurs, il y avait un creux qui était haut comme la cathédrale de Bordeaux, justement sous la cathédrale. Donc, l'eau salée allait s'engouffrer, c'était la catastrophe. Voilà, émergence du risque. Aujourd'hui, il y a une progression quand même qui est beaucoup plus systématique, notamment au travers de tous les étages, des états des lieux. Et on a aujourd'hui une description d'un certain nombre d'aquifères dont on considère qu'ils sont stratégiques, qu'ils sont vulnérables, etc., etc. Donc il y a aussi une pré-identification qui a été faite par les experts sur un certain nombre d'aquifères à enjeu. Ça, c'est un point assez nouveau parce qu'on commence à partir de la notion de j'ai un problème quelque part, on commence à glisser vers une logique de planification à envergure nationale. Et ça, on commence à changer de niveau et de système. Je l'ai dit, le sujet important et qui n'est pas si trivial que ça, parce que c'est pour les non-experts dont je fais partie, c'est de dire de quel objet on discute. Alors pour vous, c'est évident parce que vous avez tous les trucs transitoires, les marges, les machins, les ceci, les cela. En gros, les autres, ils pensent qu'à une chose. Ils vont se faire une représentation du système qui est une représentation avec leurs outils mentaux à eux. Les autres, je dis, c'est tous ceux en fait, qui utilisent l'eau, c'est-à-dire tout le monde. Et cette représentation de l'aquifère, ça a été dit tout à l'heure, c'est très compliqué, on a des mécanismes plus ou moins aboutis, superficiels, profonds, etc. En fait, il faut que vous imaginiez que quand vous allez rentrer dans toutes les règles de partage de l'eau, on a parlé volume prélevable par exemple tout à l'heure, eh bien vous allez rentrer en fait dans une notion qui est en fait essentielle, que vous pouvez simplifier sous le nom de réservoir. Et les gens voient la ressource, je dis les gens au quotidien, peuvent voir la ressource des aquifères, non pas comme une structure géologique, mais comme une réserve, comme un réservoir. Et c'est ce réservoir qu'ils veulent gérer durablement, quelles que soient les complications qu'on peut avoir autour de ça. Donc cette simplification, elle aboutit quand même à un questionnement très fort, qui est qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, on va devoir définir des limites géographiques, des limites physiques, et imposer à ce système, à cet outil-là, tout simplement, un règlement d'eau. Et c'est vers ça que vous allez tous tendre quand vous allez faire de la gestion à long terme. Vous allez comprendre, vous allez discuter de tel ou tel mécanisme de recharge, mais à terme, vous allez rentrer dans un mécanisme de régulation dont l'essentiel aujourd'hui est
quand même une régulation quantitative. Donc, vous êtes exactement dans la même histoire que celle d'un ouvrage de surface dans lequel vous allez partager la ressource en eau. C'est un analogue, ce n'est pas un homologue. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que toute l'expertise qu'il y a pu y avoir autour de ces questions de gestion de stock, eh bien, c'est celle que vous avez. La deuxième question qu'il va y avoir, alors là, c'est là où vous partez en général en bureau d'études avec du goudron et des plumes, c'est la définition du périmètre géographique. Où est-ce que je m'arrête? Alors là, si on demande aux experts, vous n'arrêtez jamais. Le continuum. Si vous parlez aux politiques, c'est clair. C'est beaucoup plus simple. Un exemple extrêmement intéressant, auquel j'ai eu la chance de participer avec beaucoup d'entre vous dans cette salle, c'est le sage nappe profonde de Gironde. La définition des nappes profondes de Gironde couvre exactement les limites du département. C'est une merveille géologique. Et dans tous les étages, tout fonctionne parfaitement bien. Alors, merveille géologique, il y a de la contestation autour de ces concepts-là, mais il y avait quand même un immense avantage qu'ont assumé l'ensemble des membres de la CLE, la commission locale de l'eau, qui s'est saisie de l'objet, c'est qu'ils ont dit entre nous, ça va y aller. Et entre nous, si on n'est pas obligé d'inviter, alors j'espère qu'il n'y a personne ni de la Dordogne, ni du Lot-et-Garonne, ni des Landes, etc. Bref, s'il n'y a personne de la Loire-Garonne à part des gens de Gironde, je peux continuer mon discours. Nous, en Gironde, on sait ce qu'on veut, hein, Bordeaux, la Gironde et tout, on est main dans la main, on avance et on fait un sage. Et le sage a été fait en moins de 24 mois, à peu près. Bon, après, c'est l'administration, c'est peut-être plus nous. Mais 24 mois, c'est peut-être un record national. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a réussi à construire un espace qui dépassait, en fait, il ne dépassait pas, il était même plutôt plus petit, mais qui définissait un espace de définition politique. Vous avez eu un débat tout à l'heure, est-ce que les politiques comprennent, etc. Si on laisse que des experts gérer les ressources, vous vous retrouverez à peu près au même rythme sur les solutions. Dans le système qui a été fait là, on a construit un espace dans lequel l'objet géologique dépassait un peu aux marges, et puis il y avait un espace politique qui lui avait une homogénéité qui a permis de prendre des décisions très rapidement parce que les gens qui décidaient n'avaient pas à discuter avec des politiques trop différentes. On avait une homogénéité d'acteurs. Ça, c'est une recommandation extrêmement importante. Dépasser, n'ayez pas peur de dépasser les frontières de la science pour rentrer dans les frontières tout simplement de l'action. Un point important, c'est, j'ai pris deux exemples, et je vois qu'il y a aussi des partenaires qui ont participé à ça. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les marges? Parce que c'est ça le souci, c'est qu'on dit oui, certes, d'accord, c'est bien beau, ton département, mais comment se fait la recharge? Comment ceci, comment cela? Eh bien, tout simplement, on construit avec les périphéries, excusez-moi du vocabulaire, mais tout ce qui est autour des nappes, les cours d'eau qui vont venir participer, qui dépendent, etc., de votre ressource en eau souterraine, vous allez construire des relations. Et ces relations, elles doivent être suffisamment intelligentes pour, un, que vous ayez conscience des problèmes des autres, notamment les bassins versants superficiels, et deux, que vous soyez capable de vous saisir de leurs problèmes à eux, pour que assez vite, je veux dire, il puisse y avoir un échange et qu'on évite d'avoir des contresens collectifs. Et là, vous avez par exemple un certain nombre de sujets. Bon, je vais prendre les nappes des plaines du Roussillon, hein, puisque Hicham est ici. Ce qui est important, c'est que la régulation qui a été trouvée sur ce secteur-là, qui est en fait un ensemble plio-quaternaire, enfin je le fais court, hein, avec toutes les nuances géologiques qu'on pourra avoir, et dans cet ensemble-là, c'est une grande nappe en gros caillouteuse, un grand système caillouteux, on a des déversements de canaux, de rivières, qui participent à la recharge. Sans cette contribution plus ou moins artificielle d'ailleurs de la recharge des eaux superficielles, il n'y a plus de gestion, au sens gestion, de la nappe possible. Donc la combinaison des acteurs participant à la définition est absolument essentielle. Mais l'objet, lui, il est défini. On ne gère pas les eaux superficielles, on les écoute quand on gère les eaux souterraines. Ça, c'est un point important. Autre sujet intéressant, et où est-ce que je m'arrête? Quand vous avez un sage littoral, comme par exemple celui de la nappe de l'Astien, eh bien on dit on s'arrête à 12 000 au large, artificiel. Tout ça, ce sont des définitions qui sont là uniquement au service de la gestion. Ensuite, il y a la deuxième question, c'est qui a intérêt à cette action? Et alors c'est vrai que très fréquemment, et je reprends à nouveau un exemple qu'on peut tirer notamment du cas des nappes du Roussillon, mais c'était aussi vrai, je crois, sur les nappes profondes de Gironde, hein. Les premiers à tirer la sonnette d'alarme, ce sont en général les producteurs d'eau potable. Ils sont inquiets pour des questions de qualité, des questions de quantité, ils doivent programmer des planifications de travaux, et quelle sera la population dans 1 an, dans 10 ans, est-ce qu'un jour Bordeaux aura 1 million d'habitants, ça serait tellement bien, etc., etc. Toutes ces questions-là, elles sont souvent posées par les infrastructures de production d'eau potable. Et un point qui est important, c'est qu'on peut avoir effectivement une structure qui s'inquiète, mais elle toute seule, elle est morte. C'est comme une commune qui déciderait d'arrêter la politique de l'eau du bassin de la Garonne. Ça n'a pas de sens. Donc on se regroupe sur un espace, et ça veut dire qu'on commence à créer un espace de syndicalisation. Et cette syndicalisation-là, c'est l'émergence même
d'une gouvernance portée avec un projet, la pérennité de la production d'eau potable, et un objet, l'ensemble des aquifères. Avec une grosse difficulté, c'est que là, on va rentrer, et vous aurez une table ronde tout à l'heure pour parler de ces choses-là, vous allez rentrer dans un problème de compétences, parce que vous le savez bien, vous tous, personne dans cette salle n'est compétent dans la gestion. Vous avez tous des compétences scientifiques, mais qui est propriétaire de ces ressources en eau? Qui aujourd'hui a une mission effective de gestion de cette ressource en eau? Personne. Personne n'est désigné pour faire ça. On est toujours dans une action volontaire. Donc quand il n'y a personne, vous le savez en France, c'est l'État qui prend en charge le système, mais l'État est souvent un peu démuni sur le plan des moyens humains ou sur le plan de la concertation, et donc on va se retrouver sur une association de moyens. Ce qui se passe, et c'est ce qui est arrivé récemment, c'est qu'on se dit que quand on a besoin d'agir sur la prévention des eaux brutes d'une ressource en eau, on est obligé d'élargir le périmètre d'intervention de notre compétence propre. Mais on pousse un système dans son bout, on le pousse dans ses retranchements. Parce que ça veut dire quoi, travailler au-delà de son périmètre de compétence? Est-ce que j'ai le droit d'aller intervenir au-delà de ma commune, au-delà de la zone sur laquelle je suis vraiment politiquement assis? Et ça pose la question du périmètre environnemental, qui est un deuxième niveau de traduction. La génération spontanée, entre guillemets, d'un chef de file, c'est une idée qui arrive, c'est celle d'ailleurs qui est pratiquement à l'origine de tous les projets de gestion des eaux souterraines actuels. Mais on a un exercice qui vient de sortir et sur lequel notre bureau d'études a participé avec d'autres bureaux d'études dans la région sud, avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dans lequel l'idée c'était de se dire finalement on a une cartographie des aquifères, cartographie d'un SDAGE, un classique, et si nous projetions une gouvernance à venir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans je réponds à un questionnement, à une angoisse, j'anticipe et je planifie a priori la prise en charge de cette ressource en eau. Et ça, c'est un exercice très intéressant parce que, alors ça a commencé, pour l'instant c'est très prospectif, mais la démarche en fait qui en découle est une démarche qui reprend finalement tous les barreaux de l'échelle du progrès, entre guillemets, qui va du constat à la gestion opérationnelle. Et il a été imaginé, alors des catégorisations d'aquifères, les littoraux, etc. J'ai presque fini. Et différents niveaux que vous voyez présentés ici, qui en gros se découpent en deux strates, une échelle concernant la structuration des acteurs, ça c'est de la politique, et une échelle correspondant au niveau de gestion, et avec une progression. L'idée c'est de voir à quel niveau on est sur cette échelle, et de se dire si on veut vraiment avoir de la planification, eh bien il faut qu'on avance d'un degré à chaque fois, et qu'on monte les barreaux de l'échelle. En l'occurrence, il faut les descendre sur mon diagramme. Alors au final, et j'en ai terminé, les questions que ça pose en fait sont relativement complexes, et je pense que c'est une introduction à votre table ronde qui va y avoir. C'est la compétence aujourd'hui qui est prise en charge quand le SMEGREG s'occupe des eaux souterraines, à quel titre? Mais de quel droit, M. Bruno de Niessac, vous occupez-vous de ces eaux-là? Voilà. Donc cette compétence, ça pose une question institutionnelle. Le deuxième élément, c'est pourquoi pas un EPTB? Alors EPTB, ça interroge quoi? Ça interroge tout de suite établissement public territorial de bassin, bizarre pour un bassin qui est en fait un sous-bassin, enfin un bassin du dessous, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un aquifère, donc. C'est un objet environnemental. Donc la qualification d'un périmètre environnemental doit être associée à celle d'une compétence affectée à un type d'acteur. Pourquoi pas des EPTB dimensionnés. Deuxième point, c'est comment on paye tout ça. Avec quel levier financier on agit? Est-ce qu'on s'appuie uniquement sur la ressource de la facture d'eau potable? Est-ce qu'on a des redevances spécifiques? Est-ce que notre intérêt, puisqu'on parle de patrimoine commun de la nation, c'est d'être fléché directement avec Bercy derrière immédiatement qui nous finance? Comment tout ça s'organise? Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Personne ne sait répondre à cette question. Ensuite, on a des questions qui sont liées sur le partage de décisions. La gouvernance, c'est la collectivité. Et le collectif, ça se gère comment? C'est pas simple. Est-ce que c'est le comité syndical qui tout seul va décider voilà ce qui est bon pour la nappe? Ou est-ce que c'est un comité syndical entouré d'experts, entouré de partenaires, entouré d'usagers? Ça peut s'appeler par exemple une commission locale de l'eau au travers d'un SAGE. Alors une des idées qui est probablement importante à promouvoir justement dans le futur, c'est peut-être de donner plus de sens. Vous avez des définitions géologiques, ne soyez pas chagrinés si demain il y a des définitions plus administratives, qui ne seront pas tout à fait dans les canons de la géologie, mais qui seront sans doute le meilleur moyen de rentrer dans la gestion opérationnelle. Et ça, c'est un point très important, avec l'idée qui va avec. Si on dit que les aquifères sont des stocks d'eau, ou des réservoirs, ou des équivalents plus ou moins renouvelés, etc., pourquoi ne pas proposer un règlement d'eau? Vous proposez un règlement d'eau, la police de l'eau, c'est-à-dire l'État, sait exactement comment faire pour agir après. Trop de prélèvements, je connais. Pas assez de prélèvements, de la pollution, je sais. J'ai un règlement
que je peux partager avec tout le monde. Et puis point, et j'ai fini. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va attendre Monsieur Marché, Monsieur Zacharie, pour quelques minutes de questions dans la salle. Merci. Claude Armand, hydrogéologue agréé, anciennement au BRGM. J'ai fait un certain nombre de programmes d'hydraulique villageoise en Afrique, et notamment au Niger. Et on installait énormément de matériel et on formait du personnel pour entretenir les moyens de pompage. Et je voulais savoir, 25 ans après, est-ce qu'il y a eu un relais qui a été pris soit par l'administration locale, soit par les ONG dont vous venez de parler? Alors, oui, par rapport à votre question, effectivement, il y a eu une certaine évolution parce que nous avons une certaine décentralisation de la gouvernance. Voilà. Et donc, maintenant, ça fait en sorte que, comme au niveau central, ça va être techniquement difficile de mieux gérer les ressources, ça fait en sorte que nous avons la décentralisation jusqu'à l'échelle communale. C'est vrai, c'est la décentralisation qui a pris beaucoup de retard, l'effectivité, parce que ça demande énormément de ressources humaines, ça demande énormément de compétences. Ça fait en sorte que, bon, mais pour le moment, vraiment, pour être succinct par rapport à votre question, il y a quand même une certaine évolution, mais j'avoue que c'est lent. C'est vraiment très lent pour avoir les résultats escomptés. Voilà, merci. Une question, Alexis Robert, département de la Mayenne. Une question en réaction à la fin de la présentation de Pierre sur une commission parlementaire. J'ai appris, on en parlait avec Bruno, qu'il y aurait une mission sénatoriale qui s'engagerait sur la question de la gestion de la ressource. Et la façon dont un sénateur l'a présenté en conférence ligérienne de l'eau la semaine dernière ne m'a pas rassuré. Je ne sais pas s'il y a des échos. Alors, je ne suis pas encore au courant, mais je pense que ça va dans le sens que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de se remettre dans le jeu, quoi. Je prends la balle au bon. Je suis un peu au courant et je ne sais pas qu'est-ce qu'a dit le sénateur en question. Je suis aussi pas très optimiste sur la culture des sénateurs en matière de gestion de l'eau comme bien commun et en particulier en ce qui concerne les eaux souterraines qui souvent devraient se retrouver dans cette situation. En revanche, il y a des sénateurs que nous connaissons bien et qui vont porter cette parole de l'eau comme bien commun dans l'enquête. Et ceux qui seront auditionnés, il y aura des gens qui vont effectivement beaucoup insister là-dessus. Voilà. Donc, c'est pas joué. Ce qui est plus difficile pour moi, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est quand même d'arriver à convaincre le Conseil d'État que il faut, si on veut une gestion de l'eau en bien commun, il faut la doter d'institutions et de moyens financiers qui correspondent à cette définition précise et sortir du coup du couple diabolique qui a été inventé par un certain Michel Debré en 1959. Soit c'est des redevances pour services rendus, on est dans la logique du marché, soit c'est des impositions de toute nature, c'est l'État. Et donc ça ne laisse aucune place aux communs et aux institutions que vous avez évoquées à l'échelle territoriale. Sur la dernière intervention, la structuration, l'échelle, la question se pose en Charente, savoir si c'est l'établissement public territorial de bassin, qui d'ailleurs ne couvre pas tout le département, ou le département sous forme d'un syndicat qui est un syndicat départemental qui regroupe tous les acteurs de l'eau, de l'assainissement, mais pas sous forme de redevance appuyée sur l'eau, puisque pas de maîtrise d'ouvrage ni d'exploitation associée. Et pourtant, dans les départements voisins où on n'a pas cette entité qui permet de faire des arbitrages, on va dire suprapolitiques que techniques, et finalement, ça recouvre un petit peu ce que les DDA ne font plus dans les services déconcentrés de l'État. On voit bien que c'est un besoin.
Alors, les départements avaient déjà les SATES, on a récupéré le SATES dans ce cadre-là. La question de la gouvernance de l'eau potable, il existait un syndicat départemental de potable, ça a été mis dedans aussi. Et la difficulté du modèle économique, c'est effectivement est-ce qu'il faut l'asseoir sur l'eau, sur un prix, sur une péréquation de l'eau, sachant que ce n'est pas associé directement à la maîtrise d'ouvrage de ressources, donc comme des syndicats départementaux comme Vendéo ou autres. Donc en fait, ce modèle répond à des questions que vous avez très bien résumées de structuration. On est entre le 4 et le 5 en fait là. Tout en étant sur un modèle économique qu'il faut, je dirais, consolider et justifier par ce qui nous attend dans les 20-30 ans qui viennent. Et je pense que là, il faut un tandem, à mon sens, il faut un tandem de l'EPTB et de structures départementales qui fait le lien avec la production, les maîtres d'ouvrage et aussi avec l'aide sociale sur l'accès à l'eau, hein, pour le coup. Et donc, je pense que c'est voilà, ce joint venture qui serait le plus pertinent, sachant que ce n'est pas forcément d'ailleurs un seul EPTB sur chaque département. Voilà. Vous avez parfaitement raison, il n'y a pas de question, mais moi je vais en poser une qui vient derrière. C'est que, oui, ça va très vite, c'est que les représentations, la maîtrise d'ouvrage chef de file, entre guillemets, celui qui va prendre la main, si c'est l'eau potable par exemple, est-ce qu'il ne va pas imposer une lecture de la ressource en eau qui ne serait peut-être pas la même que si on était sur un autre acteur de l'eau, par exemple le monde agricole, pourquoi pas? On va prendre une dernière question rapidement, Thierry, s'il te plaît. Oui, Thierry P, département du Calvados. Au risque d'être un peu iconoclaste, là, certes, il est logique de vouloir gérer l'eau à l'échelle de nos aquifères, mais face aux débats nationaux sur le millefeuille, le multicouche territorial et la simplification administrative, quelle crédibilité on a à aujourd'hui arriver devant nos décideurs locaux en disant qu'il faut créer une couche supplémentaire? Alors, je reviendrai. Non, mais je suis iconoclaste, hein, c'est pour faire rebondir le débat. Et je reviendrai aussi sur ce que vient de dire Monsieur Lambert. Il y a un découpage territorial en France qui existe depuis plus de 200 ans, qui est une échelle qui est territorialement cohérente en termes de surface. Ça s'appelle le département. Et tout à l'heure, Pierre, tu as parlé que le rapport Martin avait travaillé sans tabou. Je pense que s'il y a un tabou qui existe en France depuis des années, c'est qu'il faut supprimer les départements. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces interventions. Je pense qu'on a senti que les conférences qui allaient venir après la pause sont déjà bien lancées. Donc vous allez pouvoir mûrir tout ça avant que tout le monde ne replie ses affaires à l'évocation du mot pause. Je veux juste vous rappeler qu'il faudra bien penser à récupérer vos